Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1010 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 mai 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le journaliste Louis Royer du magazine en ligne Phototrend et Romuald Catoire de la boutique Camara Lille pour discuter de la monture RF de Canon. Alors pour commencer, on va parler un peu d'histoire, l'histoire de cette monture qui est naturellement liée à celle des hybrides Canon. Pour découvrir pour la première fois la monture RF, il faut remonter en septembre 2018 à la Photokina avec l'arrivée du premier hybride full frame de Canon, l'EOS R, et la naissance donc de cette nouvelle monture Canon RF. Louis, est-ce que tu te souviens à l'époque à quoi ressemblait le marché de la photo? Moi, je me souviens à l'époque qu'on avait beaucoup attendu Nikon et Canon en hybride, parce que c'était quand même Sony sur le plein format qui archi-dominait tout le monde. Bon, il y avait quand même la monture L et quelques boîtiers Leica qui se battaient dans leur coin, mais bon, c'était quand même assez anecdotique. Et puis on se disait quand est-ce que Nikon, Canon arrivera, quand est-ce que Nikon, Canon... Et Nikon sont arrivés les premiers en juillet 2018, Ouais. avec des Z6 et des Z7 qui étaient franchement de très bonne facture, hein, surtout à l'époque par rapport à ce que faisait Sony, c'était pas ridicule du tout. Et une nouvelle monture. Et une nouvelle monture, la monture Z, qui était à peu près 7 fois plus imposante que la monture F, hein, dans mes souvenirs. Et Canon est arrivé juste derrière. Et Canon est arrivé avec un EOS R. Et là, tout le monde a commencé à se pincer le nez, quoi. Qu'est-ce que c'était que ce boîtier? Mais ils sont arrivés avec une nouvelle monture aussi. Et en même temps qu'ils lançaient un boîtier qui était quand même pas hyper ambitieux, ils lançaient des optiques qui étaient quand même vachement attrayantes, vachement intéressantes. Il y avait un 51.2 au départ, il y a un 28-70 F2 qui arrivait juste derrière. On se dit, ah ouais, alors ça pesait un âne mort, ça faisait la taille d'un rhinocéros, mais c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Ça damait le pion à tout le monde, ça prenait Sony un peu presque par surprise parce qu'ils avaient ils ronronnaient un peu dans leur coin. Mais par contre, t'as de très très bonnes optiques, mais t'as pas le boîtier qui va avec, quoi. T'as pas le successeur du 5D4, t'as pas le successeur de l'Index3. On se disait, mais où est-ce qu'on peut lancer une nouvelle série d'objectifs et une nouvelle série d'appareils sans avoir l'appareil qui va avec, quoi. En tout cas, pour juste compléter ce que tu disais, c'est vrai, à cette époque, on attendait Canon et Nikon sur le segment hybride. Je rajouterais, mais c'était compris dans ce que tu disais, plein format. Bien sûr. Parce qu'on avait eu entre-temps des Nikon One, puis on avait eu la monture EOS M hein, qui existait déjà. En tout cas, ça intervient, ça, à l'époque, 5 ans après les premiers Alpha 7 de Sony. Donc, évidemment, il y avait une avance prise. Toi, tu t'en souviens un petit peu, Romuald, de cette époque? Oui. Moi, j'avais découvert le système EOS R quelques semaines auparavant à Visa pour l'image, justement. On voyait bien que l'EOS R était finalement extrapolé du 5D Mark IV. Hein. C'est certainement à cause de ça qu'il n'y a jamais eu de 5D Mark V. La déception... moi, j'en ai pas eu parce que faut se souvenir, alors je regarde ça de ma fenêtre de commerçant, faut se souvenir quelles étaient les parts de marché de Canon en réflexe. Je veux dire, Kodak, ils ont inventé le capteur et la matrice de Bayer, mais ils ont vendu des péloches jusqu'au dernier jour. Faut pas l'oublier. Donc, on sait que Canon, c'est une marque qui prend son temps et il déroule. Et là, on voit en ce qu'ils ont sorti en moins de 6 ans. Chapeau, hein. Non, mais peut-être que le mot déception a collé à l'EOS R à l'époque, et on va pas faire une grosse digression là-dessus, parce que l'objet du jour, c'est la monture RF principalement, mais c'est surtout l'ergonomie qui a pu dérouter à l'époque, et notamment cette touch bar qui empruntait un petit peu à l'univers Apple. Et on pouvait voir ça de manière innovante, cool, mais qui a finalement plus déboussolé qu'autre chose. D'ailleurs, depuis, ils l'ont abandonné. Un boîtier d'essai, pas de joystick, la touch bar. La stable, surtout l'absence de stabilisation. l'absence de Ça, stable, c'était ouais. rédhibitoire à cette époque-là. Par rapport à Sony ou par rapport à Nikon, c'est devenu... Alors maintenant, ça s'est répandu partout, mais c'était une fonction de base. Tu faisais de l'hybride plein format, il fallait être stabilisé, quoi. C'était pas possible de faire autrement que ça. Surtout quand le concurrent historique Nikon sort 2 boîtiers, un très défini et un plus polyvalent, stabilisé, que Sony en avait déjà une palanquée, tout stabilisé ou presque. Quand tu arrives avec un boîtier non stabilisé, alors effectivement, dérivé du 5D4, hein, c'est assez clair à ce niveau-là. Oui, c'est capteur 30 millions. C'est ça, capteur 30 millions, qui était le même. Tu te dis, c'est un peu bizarre. La Rafale qui était famélique, il y avait plein de petits critères. Tu dis qu'ils n'étaient pas allés au bout de la logique.
Tu vois bien C'est qu'ils les accueillent R5, R6 qui amènent la stabilisation. Parce que même le RP apparu entre-temps, qu'on a un peu oublié d'ailleurs, qui était 6D, compact et 6D Mark sympa. II version hybride. Hein. Et c'est ça, exactement. Bon, tout ça a bien évolué quand même depuis. C'est important de rappeler quand même que cette monture R, c'est pas la première monture hybride de Canon. Ils sont passés par le système EOS M, qui lui a été créé en 2012, conçu pour le ratio APS-C de capteurs. Romuald, il avait trouvé son public, ce système EOS M. Très difficilement les premières années. Et il y a eu l'arrivée du M50. Le M50 a vraiment démocratisé et ce boîtier a trouvé son public. Moi, je trouvais ça hyper pertinent. On a eu Franck Séguin à ses micros qui nous expliquait qu'il le prenait à bord des bateaux pour faire certains types de photos de manière très légère. Petit, léger. Ça avait du sens avec des optiques vraiment pancake. Pour le coup, c'était pas mal, mais peut-être arrivé un peu trop tard. Trop tard, oui. C'était les derniers aussi à ce niveau-là, quoi. Tous les constructeurs avaient déjà lancé une monture hybride, même Nikon, même Pentax à l'époque. Ouais, enfin Nikon, excuse-moi, c'était quand même autre chose. Hein. Ah ouais, non, c'était autre chose, on est d'accord. Mais Sony aussi en l'occurrence, et ils étaient un peu les derniers là-dessus. Mais moi, je ne dénigre pas. Mon premier boîtier hybride en tant que tel, c'était un Canon M100. Parce que c'était tout petit, parce que c'était marrant, c'était un pendant des 700D ou 650D que tu avais en réflexe, et c'est ça que ça rentrait dans la poche, c'était hyper attrayant. Mais c'était pas hyper évolué. Et puis, il y a eu quoi, 8 optiques lancées en 6 ans, en 8 ans. Tu sentais qu'ils en avaient sous la Tous les pédale. efforts quoi. n'étaient pas concentrés sur cette Non, monture. c'était pas vraiment... Ça se cherchait. Alors, ça se ouais. cherchait à l'époque. Ouais. n'oublions pas que la monture Sony E, elle n'était pas full frame. Hein. Au départ. Oui. Ouais, Nexo, ouais, c'est Nexo vrai, 3, c'est vrai. Nexo 5, c'était Ouais. de la PSC. Tout à fait. Tout le monde a imaginé que peut-être que le plein format Enfin, disparaîtrait. Elle était plein format ready, en tout cas, Oui. à l'époque, contrairement à la monture EOS M. Bon, du coup, voilà, en 2018 arrive cette nouvelle monture EOS R, qui est donc la digne remplaçante de l'historique monture réflexe EF, qui, elle, date quand même de 1987. Du coup, cette nouvelle monture, c'est peut-être l'un des tournants les plus importants et majeurs de l'histoire de Canon. On vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Icaré de Canon France. Il nous parle de la conception de cette nouvelle monture Canon RF. Alors, la monture RF et le système EOS R, donc on l'a développé et lancé à l'automne 2018. Donc, c'était important pour nous d'aller sur le marché des hybrides, puisque jusqu'à cette monture R et RF, on avait donc le système EOS des réflexes numériques qui datait de 1987. Donc, c'était vraiment, comment dire, une grande success story, la monture EF, avec un nombre incalculable d'objectifs. Et là, donc, avec les hybrides plein format, il nous a fallu avoir donc lancé une nouvelle gamme. Et on a voulu s'inspirer, bien sûr, de la réussite de la monture EF. Par exemple, on a repris le diamètre de 54 mm. Très important d'avoir un grand diamètre, c'est vraiment important pour avoir une qualité d'optique derrière qui soit adaptée aux hybrides, qui demandent maintenant encore plus de résolution que par le passé, puisqu'on monte en définition. Avec cette monture RF également, donc on a profité des hybrides pour réduire le tirage. Donc on est passé de 44 mm à 20 mm. Donc ça va permettre, au niveau de la conception optique, donc des formules optiques, de changer totalement les formules optiques, et particulièrement pour les grands angles ou les focales standards. Là, on va vraiment avoir une amélioration très sensible, puisqu'on va avoir des formules qui feront plus appel au rétrofocus, donc on aura vraiment une qualité supérieure. Typiquement, la lentille arrière est beaucoup plus proche du capteur qu'elle ne l'était sur la monture EF, donc on va pouvoir mieux corriger et avoir plus de possibilités sur cette monture RF. On a profité également de cette nouvelle monture pour augmenter le nombre de contacts. On est passé à 12 contacts, donc ce qui va permettre d'avoir un plus grand nombre d'informations qui seront partagées entre l'objectif et le boîtier. Donc on peut, derrière ça, travailler par exemple sur la stabilisation qui sera combinée. On va pouvoir travailler simultanément la stabilisation sur l'objectif et sur le boîtier quand il est mis d'un IMIS par exemple. On va également pouvoir faire mise au point sur toute la surface de l'image, ce qui n'était pas vraiment le cas sur les réflexes. Avec ce nombre de contacts supplémentaires, en plus, ils sont plus rapides. Donc, on va pouvoir partager plus d'informations. Typiquement, on va pouvoir optimiser les optiques. Quand elles ont quelques aberrations, automatiquement, elles sont corrigées. Donc, ça, c'est très important au niveau de la caractéristique.
On a des nouvelles fonctionnalités également qui vont apparaître avec cette monture RF, hein. Typiquement, maintenant, on a une bague de réglage, hein, qui peut être, adaptée, sur un usage, hein. Typiquement, on peut mettre le diaphragme dessus ou la correction d'exposition, des choses comme ça. C'est des fonctionnalités qui sont supplémentaires. On a maintenant également des boutons supplémentaires, hein, par exemple pour bloquer la mise au point. Donc vraiment, donc cette monture RF, donc R, c'était pour réimaginer, l'optique. Ça va permettre d'avoir des nouvelles caractéristiques au niveau des fonctionnalités, également au niveau de la qualité des optiques, puisque les formules sont totalement différentes, surtout sur les grands angles et sur les optiques, enfin les focales standards. Et donc vraiment, c'est un vrai plus, hein, quand c'est associé à un EOS R, par exemple, on va pouvoir profiter et vraiment optimiser la prise de vue. Bon, finalement, le discours de Canon sur cette nouvelle monture est un peu le même, hein, que ce qu'on a pu entendre chez Nikon au moment du lancement de la monture Z. Jackie, il évoque les caractéristiques physiques de cette monture. Louis, si on compare la monture Canon RF aux autres montures hybrides du marché, bah, c'est presque l'une des plus ambitieuses, les plus balèzes qui existent, quoi. Oui, elle est juste devancée par la monture Nikon Z, qui, je pense, eux, ils avaient quelque chose à compenser par rapport à la monture F, qui était encore plus ancienne. Tu pars du diamètre. Hein. Ouais, je parle du diamètre, bien sûr. 1 millimètre de plus. 1 millimètre de plus. Après, ce qui est intéressant, c'est que Jackie, pour la Canon, ils disent ce que nous disait aussi du côté de Nikon, c'est qu'ils ont fait une grosse monture pour améliorer la qualité optique et tout ça, alors que chez Sony, ils ont une monture qui était plus petite que la monture Canon EOS-M. Ça les empêche pas d'avoir des optiques qui sont quand même très haut vol. de Ouais. très haut vol. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ça joue. Est-ce que c'est juste le talent de miniaturisation de Sony qui joue là-dedans? Après, voilà, c'est une optique, c'est une belle monture, équivalente à la monture Z, qui se démarque effectivement des montures L ou des montures Sony E. Après, je sais pas trop à quel point ça joue le tirage mécanique, la diamètre. C'est des considérations d'ingénieurs, ça. Au bout d'un moment, on a quand même des optiques qui sont de plus en plus performantes, c'est vrai, quand elles sont pas adaptées de vieux cailloux réflexes. Mais ça, on en parlera. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus là-dessus, honnêtement. Non, il y a peut-être un élément au-delà de la taille qu'on a évoqué, au-delà du diamètre, c'est le nombre de contacts Oui. plus important, qui là, pour le coup, améliore la communication entre le boîtier et les optiques et qui améliore du coup les performances. Et on revient à la stabilisation qu'on a évoquée tout à l'heure, notamment. Et c'est valable aussi lorsqu'on met la bague adaptatrice et qu'on utilise d'anciennes optiques EF, et ça marche vachement bien. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Romuald? On comprend bien que dans le développement de la bague RF, il était important pour Canon de s'appuyer sur son parc EF existant. C'est 130 millions d'objectifs, je crois, le parc EF. Pas au catalogue, hein, sur le marché. Sur le marché. Et qui s'est arrêté parce 30 que ans. la production est officiellement arrêtée Ça y est, c'est officiel depuis quelques temps. depuis. Donc, la jonction, le passage de témoin EF-RF fonctionne plutôt très bien. Je rebondis sur ce que tu disais concernant la qualité des optiques. Le système hybride et les nouvelles baïonnettes, quelle que soit la marque, on a bien aussi compris que ça incluait les corrections optiques directement. Donc, est-ce qu'on fait une meilleure optique ou est-ce qu'elles sont mieux corrigées? Il y a un peu des deux. C'est Il une y a un peu excellente des deux. question et il y a un peu de deux. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on rappelle aussi à nos auditeurs, c'est que comme la monture Z, en fait, on se pose plus la question qu'on se posait à l'époque des réflexes de l'adaptabilité d'optique dédiée à la PSC ou non sur les boîtiers plein format. Et ça, c'est quand même important aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un boîtier plein format et monter une optique qui sera RFS conçue pour la PSC. Ça reste quand même un cas de figure assez rare, finalement, de vouloir utiliser des optiques APS-C sur un boîtier full frame. Surtout Mais dans bon, le pack RFS actuel. Qui est Surtout pas- qu'il n'y en a pas, ouais, mirobolant, c'est quoi. ça. Il n'y en a pas énorme. on va y venir. Bon, quoi qu'il en soit, depuis 2018 et le lancement de cette nouvelle monture, de ce nouveau système, Canon a fait très, très, très vite. Ils ont lancé 16 boîtiers différents et pas moins de 50 optiques en monture Canon RF. Les derniers en date, un 75-300 mm f4 5.6, un 20 mm f1.4 VCM, un 14-30 RFS, 4.6.3 ISSTM motorisé et un 16-28 mm f2.8 en motorisation STM. C'est fou la vitesse à laquelle ils ont déroulé finalement cette roadmap optique 50 objectifs. Mais moi, je ne me rendais pas compte qu'il y en avait autant. C'est étonnant, mais
C'est pas surprenant de la part de Canon. C'est une grosse machine. C'est avant tout aussi un fabricant d'objectifs. On peut aussi imaginer qu'il ne soit pas arrivé en retard sur le marché de l'hybride, mais arrivé avec tout dans les poches. Donc il y a un gros travail de R&D chez Canon. Faut pas l'oublier, c'est une société qui réinvestit massivement son chiffre d'affaires dans la R&D, qui dépose des brevets à tout va et qui est régulièrement dans le top 3 aux US sur le nombre de dépôts de brevets. Et qui savent ne dépend faire. pas des autres, surtout. Ouais. Ça, c'est important. Tu maîtrises ta Ils production. maîtrisent toute la production de A à Z, donc c'est leur principale force. Mais oui, 50 optiques en à peine 6 ans, un peu plus de 6 ans, et c'est pas fini. Hein. Il y a encore des trous dans la raquette. Est-ce qu'il y a des optiques alors, qui vous ont particulièrement marqué depuis 2018, que ce soit par leur performance, leur parti pris ou leur innovation? Alors, moi, je suis toujours un peu dans les extrêmes, mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour leur 85 1.2 RF. T'aimes bien les grandes ouvertures? J'aime bien les. Oui, ça, et les grandes ouvertures, effectivement. les longues focales. Les longues focales, surtout, avec les grandes ouvertures. Mais celui-ci, particulièrement, peut-être plus que celui de Nikon, encore qui est un peu plus récent. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'avec ce 85 1.2, tu avais un arrière-plan qui était quand même assez exceptionnellement effacé. Tu avais un modelé du sujet qui était très, très fort. Ah, il y en a deux, en gamme RF, des Il y en a- 85. Il y en a un avec une apodisation, je crois. Ouais, il y en a un qui il est plus cher et il fait moins de flou, donc c'est toujours très particulier à comprendre. Le DS, c'est ouais, ça, c'est ça, ouais. DS. Donc c'est un peu spécial à prendre en main parce qu'il fait un meilleur flou, mais que avec que certains arrière-plans, c'est très spécial comme optique. Mais du coup, voilà, c'est une optique qui m'a particulièrement marqué, même si c'est pas révolutionnaire en l'état. Et après, c'est plus aussi du côté du 302.8 dont on parlait hors micro. qui Je est là partage, aussi, je souscris. qui est assez, Je qui est valide. assez, C'est qui est incroyable. assez incroyable, effectivement. Mais j'ai l'impression que les trucs moins audacieux, alors par définition, c'est moins attrayant, mais ils ont quand même pas de petite optique qui aura un certain cachet, comme tu peux en avoir chez Fujifilm ou même chez Sony, quoi. Quand tu vas dans les extrêmes, t'es exceptionnel. Quand tu descends un peu en gamme, tout de suite, c'est quand même moins bon à plusieurs niveaux, et j'arrive moins à accrocher sur leurs optiques plus accessibles, quand même, hein. Alors, dans cette catégorie, alors ça reste nuancé, mais le 1435 f4, moi, reste mon gros coup de cœur. J'adorais en monture EF le 1740, qui n'était pas exempt de défauts. Et je trouve que ce 1435, alors c'est peut-être aussi dû à ce que tu évoquais, Romuald, c'est-à-dire des corrections qui sont déjà prises en compte, etc. Mais je trouve qu'en termes de compacité, encombrement et performance, c'est un zoom absolument remarquable et que j'ai adoré, et la construction digne de la série L. Bien sûr. Toi, tu as un coup de cœur, Romuald, en dehors du 100-300 qui reste peut-être inabordable pour le commun des mortels? Ouais, le 100-300 évidemment. Donc, moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt là où on les attendait pas, la nouvelle gamme comme le 28-70 2.8 et le 16-28 2.8. Qui sont stabilisés. Qui sont stabilisés, Un équipés peu de plus moteurs abordable, STM, quoi. plus abordable. Eh ben, ouais, un peu plus abordable, ça reste Ça reste cher. au-delà de C'est 1000 euros. moins cher. Voilà. C'est pour pas être dupe, c'est comme les optiques 70-180 chez Nikon. C'est pas du tout Canon qui fait ces 28-70 ou ces 16-28. Il y a un autre constructeur japonais qui est à la base de ces optiques-là. Donc moi, Alors, ils ressemblent à des optiques qu'on a vues effectivement chez d'autres, Chez un autre, sans la stabilisation. sans la stabilisation. Ouais, mais Ouais. bon, ça, c'est des choses qui peuvent donc, se je suis pas rajouter. sûr. Moi, j'en ai pas la certitude. Après, Modifier une formule optique pour dire je mets mon moteur et je mets mon stabilisateur, là je suis pas C'est un moteur convaincu. pas classique. Je sais pas si c'est vraiment 100% Canon, et que je pense que c'est juste un argument de dire on fait moins cher tout en faisant plus cher, et surtout c'est un prétexte pour pas ouvrir la monture. Regardez, on vous fait un truc parce que sinon. il y en aura tout un cas, concurrent, intrinsèquement, c'est quand même une ouverture de l'8 légère. C'est quand même beaucoup plus abordable pour le coup que les 24-70 de l'8 et le 15-35 de l'8, qui sont Oui, pour bon, le coup entre le des pire et le optiques mal, vraiment pro. Voilà. Sur un boîtier comme le R8, c'est ultra pertinent. En Ah bah oui, termes parce que de lui, il a taille, pas en de termes stab, pour le poids, il n'y a coup. pas de stab. Ouais. Et puis peut-être que c'est Canon qui fabrique réellement ce 28-70 pour les autres. C'est dur à avancer, ça, quand même, hein. On rentre dans les théories complotistes. Ouais, sors-nous une musique un petit peu inquiétante. Non, mais enfin, voilà, on va pas le dire. Il est de notoriété publique que Sigma conçoit des objectifs pour d'autres constructeurs, à commencer par Leica, par Panasonic, par Hasselblad. Ce serait pas étonnant qu'il fasse aussi cet objectif pour
pour Canon, c'est pas voilà, c'est comme Tamron fait des objectifs pour Nikon. Peut-être aussi, pas pour étonnant, mais Sony, pas officiel. On peut en toujours tout le cas, supposer, donc, mais on n'en a pas la Non, non, confirmation Mais officielle. voilà, ni juste preuve. à titre d'exemple, comparaison des paraisons, c'est vrai que 51% de la production d'optique de Tamron, c'est pour des constructeurs autres que Tamron. Vous voyez. Donc, et Sigma, c'est un peu dans une logique un peu similaire aussi. C'est pas aberrant, c'est pas insultant. Hein, c'est juste que c'est Canon refusant d'ouvrir sa monture pour le plein format, ils ont besoin d'alternatives moins chères. Donc, ils se tournent vers des constructeurs qui peuvent permettre de faire des on va objectifs en moins chers. parler. On va en parler justement, mais au-delà des objectifs que vous avez cités, Canon a quand même sorti des trucs un peu hors des sentiers battus. Je pense par exemple aux 600 et 800 mm à ouverture fixe f11 qui sont plutôt rigolos. On a vu arriver des objectifs conçus pour la VR, la photographie et la vidéo en 3 dimensions. On a des classiques 24-105, 70-200 à ouverture constante f2.8 qu'on peut désormais motoriser. Canon a vachement travaillé sur ce côté un peu hybride pour un usage photo et vidéo, que ce soit sur des zooms ou sur ces nouvelles séries de focales fixes équipées d'une motorisation VCM. Il y a le 1200 mm f8, qui est un peu complètement délirant. Et puis, il y a un objectif macro qui est assez original, qui a été lancé, un 100 mm 2.8, jusque-là, rien de très original. Ce qui est plus original, c'est son rapport de grossissement qui va beaucoup plus loin que le rapport 1/1 et monte jusqu'à 1,4 fois. Et ça a été lancé en 2021. Oui, Canon, en 2018, avait naturellement beaucoup de retard face à Sony. Est-ce que depuis, ce retard a été comblé aussi bien au niveau des boîtiers, de la gamme des optiques, des technologies et aussi des performances? Ce serait mentir que de dire que des boîtiers comme le EOS R5 Mark II soient pas au niveau de ce que fait Sony, voire même supérieur. C'est quand même un boîtier qui regroupe un peu tout ce qu'on veut, que ce soit en termes de définition, en tant que capacité vidéo, un autofocus qui ne craint quasiment personne. Et d'ailleurs, c'est drôle, on le cite maintenant devant le R1. Enfin, avant le R1, c'est celui qui bien vient sûr, à l'esprit. oui, parce que c'est quand même marqué. il est 3 000 € de moins et il est beaucoup plus polyvalent. Donc je pense que même si le capteur est peut-être un chouïa plus lent, je pense si tu veux si tu as un budget raisonnable, même si tu es même professionnel et que tu as du budget, tu vas plutôt aller vers le R5 II plutôt que le R1, qui a moins d'avoir envie vraiment de quelque chose d'un monobloc et d'une batterie très très endurante, même si tu peux donner un aspect monobloc à ton R5 II avec un grip. Je pense que voilà, s'il y a des boîtiers qui sont ultra performants, le R6 II, il fait son âge entre guillemets, mais on sait qu'il va être renouvelé dans l'année a priori, et ça reste un boîtier toujours très très pertinent, très très performant. Oui, sur beaucoup d'aspects, Canon a rattrapé son retard. Ils sont repassés, ils sont toujours un petit peu devant en termes d'autofocus, ils sont un chouïa devant Sony, ils sont un peu devant Nikon aussi. En stab aussi. En stab aussi, ils sont très très bons, même si eux, ils font des mesures de stab, alors c'est toujours pratiquement des mesures de stab avec des optiques stabilisées. Avec le 24-105 notamment. Stabilisées, du coup, alors là où Nikon et Sony... Oui, mais la double stab est un argument aussi. Mais ils avancent pas une double stab, ils disent juste que c'est stabilisé jusqu'à... C'est pas Panasonic, 8, c'est ça. Donc c'est toujours un peu compliqué à jauger, mais oui, ils ont fait... Après, voilà, ils ont presque 50% de part de marché global. Ils étaient déjà devant. Ils avaient du retard, mais en volume, le M50 et le M52, c'était les boîtiers les plus vendus pendant très longtemps sur le marché. Donc, je pense qu'ils avaient quand même les reins solides. Et comme disait Romuald, ils prenaient leur temps. Mais voilà, il n'y avait pas de guère de doute qu'ils allaient faire un four derrière. Ils étaient peut-être moins pressés que ne l'était Nikon à sortir des boîtiers. Et aujourd'hui, oui, tout n'est pas encore parfait. L'ouverture de la monture, on va en reparler. Mais en termes de boîtier, ils ont une gamme très très cohérente. Peut-être le R1 qui quand même fait un peu tiquer parce qu'il n'est pas très défini pour son prix. Et face à un 1.2, ça fait bizarre. Mais voilà, sinon, c'est quand même, ils sont très très forts toujours. Et niveau gamme optique, Romuald, est-ce qu'on est bien maintenant chez Canon? Tu évoquais des trous dans la raquette. À quoi tu pensais? Il y a une attente sur notamment les optiques TSE. Les décentrements et bascules, les décentrements et bascules. Il y a quelques petites optiques comme ça qui sont attendues. Quelque chose peut-être un peu au-dessus du 100-300-2.8. On attend son grand frère. Et puis quand on se documente un petit peu, on voit tous les dépôts de brevets. Puis on regarde ce qui se fait ailleurs, on se dit tiens. Il manque ça, peut-être des longues focales un peu moins ambitieuses en ouverture, mais plus compactes, plus légères, sans aller sur le 600 et le 800 à f11.
il y a peut-être de la place pour des choses aux alentours de 4, 5, 6 d'ouverture. Le retour de la technologie DO, ça serait cool aussi de voir ça. Mais allier la technologie DO. Elle est moins marketée qu'à l'époque du réflexe avec cette bague verte, je me rappelle, qui était extrêmement reconnaissable. Les 600 et 800 mm ont des lentilles diffractives. Et juste par rapport aux optiques TSE, pour le coup, on peut quand même dire qu'on peut utiliser les modèles EF. Alors, ok, c'est encombrant, etc. Mais avec les bagues, c'est des optiques manuelles, 17 et 24 mm, je crois. Déjà, je sais pas s'ils vont en sortir. Enfin, peut-être in fine, ils vont en faire, mais sauf qu'effectivement, comme avec des bagues, tu peux l'utiliser qu'elles sont manuelles, que c'est quand même. C'est vraiment Hyper la niche de la spécifique, niche. Là, c'est vraiment très spécifique. Est-ce qu'il y a intérêt de faire de la R&D ou juste pour nous Seul sortir Fuji une l'a bague fait pour l'instant, hein, sur Oui, le sur moyen système format. GFX. Ouais. Parce qu'ils n'en avaient pas avant, mais est-ce que ils vont peut-être nous en sortir juste avec des bagues qui vont être soudées à l'intérieur, comme certaines optiques qui peuvent on peut le faire chez Sigma à l'époque quand ils sont passés du réflexe à l'hybride. Mais est-ce que ce serait très pertinent de lancer des basculer des centrements aujourd'hui, sachant que tu as déjà une gamme plus ou moins complète en réflexe? Bon, après, il faut aller sur le marché de l'occasion, mais ceux qui veulent ce type d'optique, ils savent où se fournir, quoi, je pense. Les TSE sont sortis de gamme. Et en termes de R&D, est-ce que c'est plus ou moins pertinent par rapport aux optiques VR? C'est une bonne question. Je crois qu'eux-mêmes n'ont pas la réponse pour le VR. Je crois que ça reste très anecdotique. Mais le système VR, ça cache peut-être d'autres choses derrière. Ça cache qu'ils attendent que Apple sorte un Vision Pro 2, surtout, et que ça se démocratise beaucoup, je crois. Bon, en tout cas, à la différence de Sony, Canon, tout comme Nikon d'ailleurs, a fait le choix au départ de ne pas ouvrir sa monture aux constructeurs tierces. Il a fallu attendre le printemps 2024, l'année dernière, pour commencer à voir arriver les premières optiques chez Tamron et chez Sigma en monture Canon RF, mais pour le format APS-C uniquement. Parmi les constructeurs qui ont négocié un droit d'exploitation de cette monture Canon RF, il y a Tamron qui, pour l'instant, a décliné 2 modèles de zoom APS-C. On vous propose d'écouter le témoignage d'Arthur Michaud de Tamron France nous parler des enjeux de la marque sur la monture Canon RF. Donc on était ravis effectivement d'annoncer notre arrivée dans cet écosystème avec le 11-20 ouverture de 8 qu'on a annoncé effectivement au mois de qu'on a lancé pardon au mois de décembre 2024. Et là effectivement on fait l'actu avec l'annonce de notre fameux 18-300 qu'on lancera cet été. Donc du coup voilà, on monte en puissance sur cette monture dans l'écosystème APS-C et on est ravis de pouvoir le faire. On a l'impression qu'on va pouvoir finalement un peu se calquer sur ce que fait Canon avec des boîtiers comme le R50 ou le R100 qui témoignent d'une volonté de démocratiser l'accès à la photographie hybride. Et donc notre 18-300 à son arrivée, c'est aussi une réponse stratégique aux attentes de ce segment, en proposant une solution tout en un, accessible, qui allie compacité, performance et polyvalence. Les priorisations, on n'est pas vraiment dans le secret des dieux à l'échelle d'une filiale française. Ce que je peux dire, c'est que le 1770, c'est une optique que j'utilise personnellement sur un Fuji X-T5 quand je pars en vacances. Ça fait un équivalent 2505 de 8 constant, c'est assez extraordinaire comme solution. C'est une solution assez unique, donc on sera ravis de pouvoir la proposer si on peut la proposer à l'avenir. Maintenant, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est comme ce qu'on fait sur d'autres montures, hein, c'est d'être les pionniers, de proposer des choses différentes, d'offrir un maximum de solutions à nos utilisateurs. Et donc on verra après comment on va monter en puissance progressivement sur cette monture. Bon, finalement, Canon a fait le choix d'ouvrir uniquement pour la PSC parce que s'il y a bien une catégorie d'objectifs dans laquelle il y a des trous dans la raquette, Romuald, c'est bien la gamme RFS proposée directement par Canon qui est vraiment hyper faible, quoi, que des zooms ultra grand public, pas de focale fixe, rien du tout. Bon, c'était la solution finalement d'ouvrir, en tout cas cette partie-là de ce système. Certainement. Bon, déjà, c'est un bon début. Au moins, ils l'ont un peu ouverte. Et puis, ça permet de valoriser les kits et de proposer
grâce à Sigma et Tamron, notamment des optiques plus qualitatives sur des boîtiers qui sont qualitatifs. Hein. Un R7 aujourd'hui, ça reste une belle machine. Le R50, c'est un succès. Si on veut monter une optique sympa sur un R7, aller chercher des optiques qu'on ne trouve pas chez Canon, pourquoi pas? Oui, puis c'est plutôt cohérent. En fait, chez Canon, il y a pas mal de zoom. Bon, Tamron en apporte un, là, comme on vient de l'entendre. Et puis surtout, il y a plein de focales fixes qui sont ultra intéressantes chez Sigma. Donc finalement, l'un dans l'autre, le choix est pour l'instant plutôt pas mal, même si évidemment, on peut aller plus loin. Il y a de super focales fixes en monture M. Il faut peut-être être un peu patient et voir ce qui va arriver, quoi. Sigma a fait très très vite, hein, puisqu'ils ont décliné quasiment si Ouais. ce n'est l'intégralité de leur catalogue en monture RFS en quelques semaines, quelques mois. Hein. Donc on retrouve le 16 mm 1.4, le 23 mm 1.4, le 30 mm 1.4, le 56 mm 1.4, le 10-18 de 8 constant, le 18-50 de 8 constant et l'arrivée très prochaine, si ce n'est déjà arrivé dans les magasins, avec ce fameux 16-300 mm ultra polyvalent qu'on va retrouver en monture RFS. Nikon n'a pas fait ce choix-là. Nikon a ouvert sa monture, mais a ouvert et le plein format et la PSC. C'était la bonne chose à faire, Louis? Alors, je pense que dans tous les cas, c'est la chose à faire. Je pense que pour Nikon, c'était vital de le faire parce qu'ils étaient un peu en manque, ils étaient un peu en panique, je pense, à ce niveau-là. Ils vendent quand même beaucoup moins que Sony et Canon. Après, tout n'est pas forcément ouvert. Est-ce que tu n'as pas encore, par exemple, de focale fixe Sigma en plein format en monture Z? Tu as des zooms. Ouais. Viltrox te sort des focales fixes plein format en monture Z. Donc, je ne sais pas si c'est parce que Sigma n'a pas eu le temps de la développer ou si c'est parce que tout n'est pas complètement tout ouvert. C'est plus les zooms. Hein, c'est peut-être au cas par cas que ça se dit, en fait, ce genre de truc. Hein. Bah, c'est comme tu vois les optiques Tamron et les optiques Nikon, enfin Tamron/Nikon. Je pense qu'ils doivent dealer entre eux. Tiens, moi, je sors celle-ci, tu vas sortir celle-là. Je pense que c'est un peu effectivement au cas par cas. Pour Canon, oui, c'est pertinent d'ouvrir la monture APS-C. Ça aurait été pertinent d'ouvrir aussi la monture plein format. On comprend la logique de se conserver, de garder la part du lion avec le plein format en disant vous voulez des optiques plein format, vous prenez nos optiques à nous sur nos boîtiers à nous, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu vois Sony qui, bon, eux, ils ont 80 optiques natives et une pléthore de constructeurs tiers qui sont arrivés derrière, ça fait aussi la force de la monture, eux. Même si des fois, tu as des boîtiers qui, sur le papier, paraissent moins ambitieux, quand tu te lances dans l'hybride plein format aujourd'hui, que tu n'as pas d'a priori sur les marques, tu vas peut-être aller naturellement chez Sony parce que tu sais que tu auras des focales fixes de qualité chez des constructeurs tiers. Des alternatives, quoi. Des alternatives, surtout, quoi. voilà. Et pas forcément des alternatives de bas niveau, quoi, des trucs de très haut niveau. Canon, ils ont fait le choix pour l'instant de garder là-dessus. Ça leur réussit peut-être jusqu'à un certain point. Après, c'est au détriment du consommateur. C'est peut-être pour eux, pour leur chiffre d'affaires et leur part de marché, c'est très bien. Pour le consommateur, pour ce que nous, enfin, on essaie pour les gens qu'on vise, à qui on parle, c'est un peu frustrant, effectivement. Je pense que des gens, à un moment, n'ont pas fait le choix du système OSR, ou vont pas le faire dans les prochains mois, années, parce qu'ils peuvent pas utiliser des optiques qualitatives de constructeurs tiers. C'est sûr, quand on voit les optiques qu'il y a chez Sigma, par exemple, en plein format, ça fait très très envie. Puis là, le teaser pour la PSC chez Canon est pas mal. Mais j'aime bien le petit grand angle 10-28, non, c'est un 10-18, pardon, f2.8 de Sigma qui est remarquable, qui est vraiment tout petit. Donc sur un R7, à mon avis, ça fait merveille. Peut-être être encore un peu patient, mais je te rejoins, Louis. Je pense que le choix de la monture aujourd'hui se fait un petit peu au détriment du consommateur. Enfin, en tout cas, pour aller vers la monture R, je sais pas, il faut peut-être être encore un petit peu patient si on rêve de voir arriver du Sigma, quoi. L'ouverture de la monture RF-S Canon, aujourd'hui, par contre, elle n'est pas limitante, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors, un R7 n'est pas bridé en cadence moteur, en cadence de prise de vue. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de baisse de performance autofocus. On a tous des exemples connus maintenant où, tant qu'on avait les boîtiers Sony à 10 images secondes, on ne comprenait pas qu'ils étaient bridés. Et là, non, ça, c'est le petit. Est-ce que le consommateur est gagnant dans ce cas-là? Là, c'est le petit coup de canif de Sony, effectivement, le petit coup c'est mesquin de leur part à eux. Ça, c'est pour être sûr que les gens, quand ils achètent des boîtiers type A9 ou A1, ils utilisent que des optiques natives Sony. Mais ça, c'est un problème chez Sony, effectivement, parce que des optiques Sigma qui seraient tout à fait compétitives, même chez Tamron, pour des boîtiers sport. Et là, Sony fait en sorte de brider le marché. Après, c'est pour des boîtiers très spécifiques, très chers et des marchés très anecdotiques. Souvent en mode AFC. Mais bon, ce sera demain. Mais tu as raison de le souligner. Ce sera demain sur on prend un boîtier full frame Canon ou même un APS-C, ils sont tous à 40 images secondes. Les prochains Sony également. Donc ça ne bridera pas, ça ne sera pas que bridé sur de la 1 ou de la 9.
Romuald, au comptoir, est-ce que c'est problématique aujourd'hui pour les gens qui viennent s'équiper de ne pas avoir d'alternative en plein format pour des optiques Canon, en monture RF, pardon. J'ai pas ce sentiment, j'ai pas ce retour-là et la typologie. Alors, Canon a un vivier de clients monstrueux, hein, et la première question, c'est d'abord est-ce que je peux réutiliser mes optiques EF? Ouais, donc les gens restent attachés, ils ne leur vendent pas forcément. Ouais. Et pas forcément Ouais. des EF Canon en plus, hein, si je peux me permettre. Donc il y a déjà une compatibilité EF, RF multimarque avec Sigma et Tamron, notamment par la bague d'adaptation qui fonctionne très bien, puisqu'on sait que le langage EF est intégré dans la bague RF nativement. Donc non, c'est pas encore pénalisant. Est-ce que ça le sera? Je ne sais pas. Mais bon, moi je garde toujours à l'esprit que les dirigeants de toutes ces entreprises, ils prennent des petits déjeuners et ils jouent au golf ensemble. On sait ils font pas toujours les choix les plus logiques. Enfin, ça nous paraît des fois ubuesque des choix de marketing proposés par les entreprises, notamment japonaises. On sait pas toujours dans quel sens ils vont, quoi. J'ai l'impression qu'ils consultent pas ou leur vivier de clientèle ou leur vivier de revendeurs à travers le monde et qui se concentrent des fois sur un microcosme nippon qui est très spécifique. Et on a des fois cette impression-là en se disant, mais à quel moment ils ont envisagé que ce genre de produit pouvait se vendre ailleurs que dans l'archipel et que sur un public très précis? Et pourtant, on parle d'entreprises qui sont des multimilliardaires et tout ça, mais c'est encore un autre débat. Mais effectivement, le fait que la monture F soit rétrocompatible avec les bagues d'adaptation, ça permet un peu à Canon de se dire on a de la marge avant d'ouvrir. S'ils ouvrent un jour, ça se trouve, ils ouvriront jamais du tout la monture en plein format, en se disant c'est bon, de toute façon, ceux qui veulent des Sigma ou des Tamron en focal fixe, ils vont prendre des optiques sur le marché de l'occasion en F, ils mettent une bague et ça suffira, quoi. Et est-ce que Canon n'est pas exigeant peut-être pour ouvrir la monture RF en disant on veut pas qu'il y ait, on veut la double stabilisation d'office, hein. On parlait tout à l'heure des mesures tests de stabilisation chez Canon. Quand on coupe le stabilisateur sur le boîtier, sur l'optique, hein, le petit commutateur, ça coupe les deux stabilisateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un cahier des charges qui aujourd'hui est peut-être compliqué pour les marques tierces? Voilà, c'est commun. À partir du moment où tu as une optique stabilisée et tu as un commutateur, si tu le coupes, ça coupe aussi la stab interne, hein. Ça marche Oui, chez oui. Sony, chez Nikon aussi. Après, je sais pas, on peut pas dire que les optiques Sigma hybrides modernes, elles soient pas au niveau du cahier des charges de Canon. Elles sont même supérieures à certains points. Enfin, Canon, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Ils sont leaders du marché. Ça permet d'avoir une certaine marge de manœuvre et de dire on peut faire sans les autres. Mais c'est un peu comme Nikon qui pendant longtemps dénigrait Sony en disant ils savent pas faire d'optique. Oui, ça va 5 minutes, les gens, ils évoluent, enfin les marques évoluent, ils savent. Maintenant, il y a des optiques qui sont au niveau même supérieur à ce que fait Canon. Le choix de ne pas ouvrir, c'est d'abord pour garder une part de marché supérieure à leurs optiques, mais c'est normal, hein. Bon, de toute façon, c'est un peu l'arlésienne, hein, cette histoire, et je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler. Quoi qu'il en soit, on en sait un peu plus désormais sur la monture Canon RF, et on va réaliser une sélection d'optiques, aussi bien des zooms que des focales fixes, pour différents types d'usages, incluant évidemment les objectifs natifs Canon, mais aussi les optiques actives APS-C proposées par Sigma et Tamron. Je rappelle d'ailleurs qu'il faut appliquer un coefficient de conversion de 1,6 fois pour obtenir la focale équivalente en full frame si on évoque les objectifs APS-C. On va commencer par un petit peu de littérature pour bien comprendre les différents sigles et nomenclatures d'objectifs. RF pour le full frame, RFS pour l'APS-C. Ça, je pense qu'on l'a tous bien compris. Quels sont les autres sigles qu'il faut connaître, comprendre pour pouvoir s'y retrouver dans la gamme Canon pour le coup? Il y a le IS pour Image Stabilizator, bon, la stabilisation d'image, vous Ça peut l'avez. être stabilizer, Stabilizer, ouais, stabilization, c'est ça. selon les marques. Oui. C'est ça. Donc là, fait On a IS. l'idée. Après, il y a pour les moteurs autofocus, STM, qui est moteur pas à pas, plus classique, un peu pensé peut-être plus pertinent en vidéo, le moteur USM, ultrasonique, le moteur nano USM, qui est encore plus performant.
Le VCM. Le VCM maintenant, qui est spécialement optimisé pour les optiques de la série Z, mais pas de la monture Z, attention, Ouais. ne confondons pas les Ne deux. confondez pas. La série L, évidemment, chez Canon, c'est assez mythique, hein, c'est tout ce qui est avec la petite bague rouge, qui est les optiques de qualité supérieure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait IS, on a fait STM, on a Z, fait PZ. Z, PZ pour quand ça. Ah oui, attention, pas confondre Z et PZ. PZ, c'est comme un peu toutes les marques, c'est Power Zoom, c'est quand on a un zoom motorisé qu'on peut actionner depuis une petite commande sur l'optique ou sur le boîtier selon les boîtiers. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Bah, il y a un peu le code couleur finalement Oui. des objectifs qui est un petit peu chamboulé hein, ces derniers temps. On avait l'habitude quand même de voir le blanc arriver uniquement sur la série L et les très longues focales. Bon, là on a du blanc sur une optique non sérielle, 200-800 mm, et on voit arriver le noir sur un 70-200 mm de 8, tout fout le camp. C'est pas exactement ça, c'est au choix. Sur le Oui, 70 au 200. choix, On d'accord. peut encore avoir du blanc si on le souhaite. Par contre, le choix de le mettre en blanc sur le 200-800 qui n'est pas sériel, effectivement, ça a pu déboussoler un peu. De toute façon, il est La, camouflé la comme couleur, ça. la Oui. couleur blanche, c'est un choix technique. C'est pas un Ah, de effet base, oui. gamme. C'est Ah, un choix technique. Hein, bien sûr. Essentiellement sur les longues focales. Le choix s'offre maintenant sur le 70-200 2.8Z de par son côté hybride, mixte, photo et vidéo. Alors, ce qui est marrant au magasin, c'est beaucoup de photographes animaliers qui lorgnent sur le 70-200Z, disent « Ah ouais, mais je vais le prendre en blanc. Il est moins discret, mais les multiplicateurs sont que blancs. » Ah, Oui, bah c'est oui. vrai, Eh c'est ben, vrai. c'est exact. C'est vrai, Parce que c'est lui vrai, c'est vrai. est compatible, contrairement à la première version du tout 70-200 à qui fait. n'était pas. Le blanc technique, enfin qui permet une meilleure dissipation de la chaleur face à l'exposition au soleil, ça c'est toujours été un petit point différenciant entre Canon et Nikon par exemple, et que Sony a repris, que Fujifilm reprend un peu. C'est vrai, mais comme du coup, voilà, on en parlait, Nikon l'a jamais fait. Je ne sais pas si les optiques Nikon sont moins résistantes en plein soleil. Objectivement moins résistantes, c'est connu, c'est que Nikon c'est pas bon pour le soleil. Non, Nikon proposait le choix dans les années 80-90. Mais ils le font plus maintenant. Ils le font plus maintenant. Alors, ils ont certainement trouvé des solutions techniques. Force est de constater que c'est devenu un marqueur Oui. fort aussi pour Canon. Hein. Pour les pros. Sur le bord d'un stade, ça claque. Hein. Ouais, c'est comme on voit pour le 300-600 f4 de Sigma. Ils faisaient des optiques de longue focale noire, celle-ci est Ah oui, blanche, il va elle être ressemble blanc beaucoup à une aussi, optique celui-là, Sony. Et tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment des considérations techniques ou c'est pour faire genre, voilà, tu dis au bord d'un stade, C'est ça se très démarque. distinguant. Ça Ça fait- va l'être un peu moins quand maintenant tout sera blanc. Mais bon. Il faudra faire du rouge ou du vert. Ah, Sigma faisait du vert, hein. Sigma, il y a du Oui, vert. hein. camouflage. Ah oui, oui. Alors, il y a aussi une particularité dans les dénominations chez Canon, c'est l'absence de dénomination. Alors développe. Le 75-300, Oui, c'est vrai. le nouveau Ça vient de 60. sortir. Voilà, Alors, le nouveau. Pardon. Est-ce que c'est l'absence de dénomination ne souligne pas quelque chose aussi en disant celui-ci n'en parlez pas trop, il est là, voilà, on vous le met au catalogue, mais surtout n'en parlez pas parce qu'on a un peu honte en fait de le sortir. Il y a un peu ça aussi pour le 75-300. Pour rappel, c'est une optique réflexe qui date de 99 à laquelle ils ont soudé une bague au cul. Hein. Donc elle est pas bonne en autofocus, elle est pas bonne en qualité d'image, elle est juste pas très chère. Mais C'est déjà ça. C'est faut déjà pas l'acheter, hein, honnêtement. Hein. Faites pas ça. Vous prenez l'optique réflexe avec une bague, ça vous coûte moins cher en occasion. Hein. Bon, on va monter progressivement dans les focales et on va commencer naturellement par les grands angles et super grands angles jusqu'au 30 mm. Et on va s'adresser tout naturellement à la photographie. Enfin, on va partir de la photographie de paysage pour aller jusqu'au reportage. Romuald, quelles sont tes recommandations pour ce cadre d'utilisation? Alors, en zoom, soyons jusqu'au boutiste. Hein, le RF 1020 4 LIS-USM, hein, c'est aujourd'hui le spectre de Canon couvre très très large, hein, de 10 mm jusqu'à 1200 mm. Le 1020, il n'y a personne en face. Ils sont allés jusqu'au bout. J'ai un coup de cœur également pour le 14-35 en zoom. Et puis sur les focales fixes, le petit 16 mm, mais aussi surtout le 28 mm. Qui est bien plus qualitatif que le 16. Oui, qui ouvrira de l'8 tous les deux. 8. Une petite focale fixe hyper Pas intéressante. cher. Et pas cher du tout. Pas cher, très compact, très légère, des petits pancakes, des petits bouchons très qualitatifs et faciles d'utilisation. Oui, on peut rendre grâce à Canon pour ça, c'est quand même d'arriver à coller de la stabilisation optique sur des optiques 10-20 mm. C'était un truc, ça. C'est quand même. Bon, C'est vrai. qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai qu'on est content de l'avoir. On se demande si c'est toujours
hyper efficace, mais bon, tant qu'à faire. En vidéo, oui. En vidéo, En vidéo. oui, à 10 mm, c'est quand même spécifique, mais c'est vrai que c'est particulier de mettre. Si pas tu grand- veux du Super 35. Après, ils en mettent un peu partout de la stabilisation optique, ça c'est très bien parce que pas tout le monde le fait et qu'effectivement, c'est toujours bien de pouvoir compter dessus en plus de la stabilisation de Ah bah, capteur. complètement. C'est quand même on regrette que d'autres constructeurs le fassent pas aussi en disant de toute façon il y a le capteur qui est stabilisé, mais on sait toujours que la stabilisation optique c'est toujours un peu plus efficace, notamment pour les longues focales, que la stabilisation de capteur. Donc on est content que Canon l'intègre. Oui, comme aussi sur le fréquemment que 16-28, possible, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, sans faire de fantasme sur qui l'a fait ou pas, puisqu'on ne le sait pas officiellement. Le fait d'avoir mis la stab, c'est un plus. Mais la double stab, c'est le marqueur fort et essentiel de la bague RF, du système EOS R. Hein. On l'a en monturel chez Lumix, Mhm. on l'a chez OM System également, mais c'est vrai que là, c'est plus marqué encore, en plein format en tout cas. Qu'est-ce que ça donne un peu cette nouvelle génération de Focal 6, f1.4, VCM? Alors, c'est des optiques qui ont un positionnement un peu hybride pour un usage photo et vidéo. Si on met de côté un petit peu l'usage vidéo, on est vraiment sur de la focale de haut vol, là. Oui, c'est quand même de très, très haute qualité, c'est très haut vol. Alors, c'est aussi assez cher, hein, on va pas se mentir. Et ça arrive un peu tardivement, je trouve. Ils ont sorti beaucoup d'optiques de façon approchée, mais ils ont dégainé des 1.4 un peu au même moment que Nikon a sorti des focales fixes à f1.4. Alors, pas sur la même, C'est pas le même créneau. pas le même créneau, on est d'accord dans les deux cas, mais dans les deux cas, ça arrive un petit peu en retard. C'est un peu compliqué de comprendre comment. On a eu des 1.8 d'un côté, des 1.2, et finalement le 1.4 qui est le plus juste compromis, souvent au niveau tarifaire, au niveau qualité, tout ça, c'est arrivé un peu tard. Qu'il l'était sur Qu'il les l'était. réflexes. Aujourd'hui, Oui. c'est devenu des optiques de prestige et assez onéreuses en Mhm. fait. C'est Bah, ça qui. Il se calque un peu sur perturbe ce, un que fait, sur ce que fait Sony, qui aussi a sorti des trucs Ouais. 1.4 dans ces Exact. eaux-là, entre 1500 et 2000 et quelques Ouais. euros. Voilà. Après, c'est des très bonnes optiques. Elles sont pas ultra compactes par rapport à ce que peut faire la concurrence, parce qu'il y a aussi une volonté de conserver le même form factor, le même gabarit pour toutes les optiques. Côté vidéo, ça. Voilà, hein. c'est le côté vidéo qui veut ça, effectivement. Après, ça démontre aussi le poids qu'a pris la vidéo dans le marché des appareils photo actuels pour sortir des optiques qui sont, je ne vais pas dire qu'elles sont avant tout pensées pour la vidéo, mais qui sont bien évoluées dans ce cas-là. Mais c'est des optiques, par contre, qui au demeurant proposent un piqué quand même très très bon et un autofocus ultra rapide. Donc, pourquoi s'en priver si on a les moyens d'obtenir pour un 51.4 faut y aller. C'est quand même plus accessible qu'un 51.2 et un peu plus petit. Ça, cette fusion des mondes photo-vidéo, c'est quelque chose que tu notes en magasin. C'était une demande. Oui, c'est une demande, hein, sinon on serait resté sur le réflexe. Hein. Il n'y a pas de raison, on pouvait encore aller un peu plus loin, certainement. Faisons confiance aux ingénieurs. La gamme Z, c'est vraiment une nouvelle ligne de produits. Et on voit bien dans le cahier des charges ce qu'on trouve sur le 20 mm, le 24, le 35 et le 50. Hein, ce form factor qui est hyper important en vidéo pour des questions d'équilibrage sur les stabs et autres. Alors, form factor en français, ça veut dire des poids, gabarits, gabarit, d'une optique à l'autre. Filtre, gabarit, poids, positionnement des bagues qui sont identiques et qu'on retrouve également sur la gamme Z avec le 2405 et le 70-200 de la gamme Z. C'est une nouvelle ligne de produits, une nouvelle offre chez Canon et qui, à mon avis, va beaucoup se développer. Benjamin, est-ce que tu aurais des recommandations à nous donner dans l'univers APS-C pour cette catégorie des grands angles? Ouais, avant, j'aimerais revenir sur le plein format quand même, parce que le 1435 que j'ai déjà cité, on a beaucoup parlé d'optique EF et on en a parlé en prenant le café avant l'émission, le 11-24 en monture EF. Pour ceux qui aiment le grand angle, ça reste une optique, moi j'ai adoré sur les réflexes et je l'imagine mais parfaitement sur un R5 ou un R5 Mark II aujourd'hui sans problème. Après la PSC, j'ai cité tout à l'heure le 10-18, donc je le recite. Le 10-18 Sigma, Voilà. qui est La absolument PSC et pourquoi Sigma? excellent. Bah oui, comme quoi, non mais ils sont là, ils sont arrivés. On a PSC pour l'instant, on les attend sur autre chose. Ils ont aussi un super zoom très lumineux, Sigma, qui est un 18-50 2.8 constant. Et ça, sur un R7, je pense que c'est assez C'est très pertinent. pertinent, voilà. Et puis sinon, pour la PSC, je recommanderais des optiques plein format. Je recommanderais le 16 et le 28 aussi, qui sont tout petits, mais qui peuvent être montés en APS-C et qui font de, ma foi, un ensemble tout à fait cohérent. Parfait. Allez, on continue avec une série d'optiques ultra importantes puisqu'il s'agit des zooms transstandards qui permettent de faire un peu tout, du paysage au portrait en passant par le
par le reportage. Canon propose un très large choix de zoom dans cette catégorie et on vous propose d'écouter Marie Courtel de Miss Numérique nous présenter sa sélection. Alors, effectivement, en zoom transstandard, il y a pas mal de choix. Alors, tout ce qui est full frame, effectivement, on va rester chez Canon. Pour le moment, en fait, la gamme RF, les optiques RF pour plein format restent chez Canon. On va avoir la classique, la RF 24-70 2.8 LIS USM. Le grand classique en focale, avec une très belle ouverture à 2.8, une belle qualité optique. C'est vraiment la valeur sûre en optique transstandard. En transstandard, moi, c'est mon coup de cœur. L'optique que j'adore par-dessus tout, c'est la RF 24-105 2.8 LIS USM Z. Alors, c'est une optique qui, effectivement, a un certain coût, puisqu'on est une optique à 3 599 €. Mais c'est une optique qui est hyper polyvalente, hyper qualitative, puisqu'on a une plage focale très polyvalente avec une ouverture à 2.8 constante. Elle est assez lourde, assez encombrante, mais c'est une optique parfocale, donc idéale également en vidéo. C'est vraiment le couteau suisse pour les photographes vidéastes, puisqu'elle s'associe également au contrôleur zoom PZ2 de chez Canon. Pour les personnes qui ne souhaitent pas investir dans la gamme L, vous avez aussi une gamme STM chez Canon qui existe avec des optiques qui sont très qualitatives également. Il y a le pendant du 24-70L qui sera le 28-70 2.8 IS STM, donc également une optique stabilisée. On est sur une optique qui est un petit peu moins onéreuse que la 24-70 et un petit peu moins lourde. C'est une optique qui est polyvalente et qui reste très lumineuse avec un poids très restreint puisqu'on a moins de 500 grammes. Et il y a également en optique plus polyvalente la RF 24-105 471 IS STM, donc également stabilisée. On est sur une optique qui est peu chère puisqu'on est à 459 €. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont du plein format et qui n'ont pas forcément le budget pour investir dans des optiques plus onéreuses, une optique hyper polyvalente qui peut s'adapter vraiment dans tous les usages. Dans la polyvalence, il existe également chez Canon le RF 24-240 463 IS USM. Là, donc, on est sur une optique qui va être la plus polyvalente en termes de plage focale pour le plein format. C'est vraiment le couteau suisse qui est en plus une optique qui n'est pas très lourde puisqu'on est à 750 grammes. Donc, pour une plage focale aussi importante, on est vraiment sur une optique qui est hyper polyvalente. Bon, s'il y a bien une catégorie d'objectifs dans laquelle il y a du choix chez Canon, c'est bien les zooms transstandard full frame. J'en ai compté 7 différents, allant de, comme dit Marie, 450, 480 € jusqu'à 3600 € pour le 24-105 f2.8 LIS USM Z. S'il fallait n'en conserver qu'un, Louis. Ah bah, comme toujours, le choix du roi. Hein. Moi, le 24-105 de 8, c'est un peu un. T'as des goûts de luxe, toi. J'ai des goûts de luxe. Après, c'est les transstandards. C'est très sympa, tout le monde aime ça. C'est très polyvalent, tout le monde dit que c'est le couteau suisse. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu limitant quand tu t'arrêtes à 70 mm. Alors, tu peux aller au-delà, mais d'un coup, tu passes à F4 ou F4 7.1 ou équivalent. Donc, quand Canon sort le 24-105 de 8, moi, j'étais quand même assez satisfait. Alors, c'est énorme. Moi, j'ai un petit coup de cœur chez Sigma, mais qui n'est pas disponible en monture RF, avec le 28-105 de 8, qui est beaucoup plus compact, qui est un peu mon optique de tous les jours. Enfin, si je pouvais l'avoir, ça serait vraiment ça que j'utiliserais au quotidien. Et donc, le 24-105, si un jour il y a une déclinaison 2 plus légère, ou s'ils font un chouïa plus raccourci à 28 peut-être, ça deviendra vraiment ce qu'il faut avoir pour tout le monde. Je pense que le 24-105 de 8, c'est largement supérieur à un 24-70 ou un 28-70. Évidemment, il y a le prix, ça c'est sûr, mais en termes de polyvalence au quotidien, c'est quand même, c'est vraiment le top du top. Surtout quand c'est couplé à une qualité d'image pareille, à des fonctions vidéo à n'en plus finir. Alors c'est très très gros et c'est très très cher. Donc voilà, moi je retiens surtout la plage focale avec l'ouverture, plus que l'optique en elle-même, qui effectivement est un peu hors d'atteinte pour beaucoup de gens. Oui, tu as raison, et il ne faut pas s'arrêter à la vidéo. À ces micros, on a eu Pascal Maître en fin d'année dernière, qui nous a raconté qu'il a adoré cette optique, qu'il a amené en reportage. Donc bien que ce soit une optique encombrante, bon, Pascal, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans des environnements où parfois il y a très peu, voire pas de lumière, et il a ramené des images exceptionnelles avec cette optique, et ça modifie aussi sa manière de travailler, ça lui permet d'obtenir des images inédites. C'est vrai que c'est remarquable en termes de plage focale. Toi, tu retiendrais laquelle, Romuald? Mon cœur balance entre effectivement le 24-105 de 8 LIS USM Z, mais aussi le 28-70 F2. Et j'ai des goûts de luxe. Signature. Un des premiers zooms sortis, on l'a dit tout à l'heure.
Sur une enveloppe globale, moi je baisse sans problème le prix du boîtier de 2000 balles pour mettre l'optique qui va bien en face. Hein. Ah, ça, c'est une stratégie très intéressante. Je vais aller chercher un R8 avec un 2870 plutôt qu'un R5 avec un 2405. Alors, t'es sans qui ouvre à 7.1. stabilisation à tous les étages, mais là, c'est pas grave. Tu M'en dis, fous. F2, tu t'en fous. Ouais, parti pris, ok. On n'a pas attendu le stable pour faire des photos nettes, ou floues d'ailleurs. Il y a juste une optique qu'a cité Marie qui est intéressante quand même. Là, on revient un petit peu sur Terre. C'est le 24-240 quand même. Ouais. Ça reste une plage focale assez polyvalente qui peut rappeler même les bridges, presque, on va dire, qui permet de faire beaucoup de choses. Alors, bien sûr, c'est pas la qualité d'une optique de série L. N'empêche que sur un R8 que tu viens de citer, ça forme un duo assez cohérent. C'est un beau kit de voyage et on la sous-estime, cette optique, mais elle marche bien. Hein. C'est pas mal. Ouais, Chez c'est pas Nikon mal du aussi, il y a tout. un équivalent Il qui y est a pas un mal. équivalent aussi chez Nikon, effectivement. Il y en a un chez Sony, exactement la même plage focale. Moi, c'était un de mes premiers zooms en monture E, le 24-240 de chez Sony. Et c'est vrai que c'était, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. C'était un peu rabaissé. C'était l'optique un peu genre, c'est le zoom APS-C du plein format. Et on disait, ah, bah, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais en fait, moi, je regarde des images que j'ai fait avec ça maintenant, c'est il y a 10 ans et quelques. Eh ben, quand même, j'ai des images que je trouve tout à fait qualitatives, surtout montées avec des boîtiers, pas forcément des capteurs de 45 mégas, mais avec effectivement des R8 ou des R6 premiers du nom. Je pense que c'est des optiques tout à fait pertinentes. C'est un kit tout à fait polyvalent. Et moi, je l'avais revendu à quelqu'un à cette époque-là en Sony pour quelqu'un qui voulait faire de la vidéo et qui voulait une très longue plage focale parce que c'est pas très courant 24-240 quand même. Non, hein. puis C'est- pour aller chercher loin, et là, Ouais. tu te différencies vraiment du smartphone pour le coup. Puis c'est stabilisé, puis oui, à fond de zoom, tu fais des portraits totalement saisissants où tu démarques bien le sujet de l'arrière-plan malgré la petite ouverture 6.3. Hein. Et est-ce que ça marche toujours autant, ces fameux zooms de voyage? En APS-C, il y en a 2 maintenant qui sont proposés en monture Canon RFS. Le tout récent 16-300 mm proposé par Sigma et le 18-300 mm proposé par Tamron. Ça, les gens aiment toujours ce genre d'objectif pour finalement ne pas se prendre la tête avec plusieurs objectifs. Ça s'inscrit bien dans l'approche et dans la culture de la PSC. Hein. On est sur une clientèle de photographes primo-accédants qui cherchent une relative compacité, qui cherchent à se démarquer du smartphone et donc à avoir un zoom. C'est le kit voyage par excellence. Alors, en plus, l'offre Canon était articulée autour sur les kits d'un 18-45 bref, et un 18-150. L'offre proposée par Sigma et Tamron va accentuer le phénomène. Sur le full frame, c'est peut-être plus pertinent chez Nikon qui n'a pas hésité à proposer des kits autour du Z5, Z6 avec leur fameux 24-200. Ça manque peut-être chez Canon un kit voyage full frame. Ils ont un 28-400 aussi chez Nikon maintenant. 28-400 qui est maintenant, ouais. encombrant, mais qui est très très polyvalent pour le coup. Pas très lumineux à fond de zoom, mais bon, qui apporte une certaine plage focale quand même. Ouais, mais je Bien trouve format. que justement le 24-240 c'est le compromis quoi. C'est en gros, je vais pas prendre un truc parce que le 28-400 que tu cites, une fois que tu commences à zoomer, bon, vu qu'il se déploie, ça devient un truc vraiment vraiment encombrant quoi. 24-240, on reste dans une certaine mesure. Mais t'as raison Romuald, à quand un kit voyage? Allez, on continue et on rentre uniquement dans l'univers des focales fixes, normales et petites télé jusqu'au 135 mm pour le reportage, le portrait ou encore la macro. Louis, on t'écoute, tes recommandations, tes coups de cœur peut-être dans cette catégorie d'objectifs. Ah ben moi j'aime bien de toute façon j'en ai déjà parlé tout à l'heure du 85 1.2, mais bon là c'est un peu hors norme, mais il y a le 85 F2 qui est l'alternative, alors un peu la seule du marché, mais qui est quand même très très satisfaisante. 2200 € d'écart entre Ouais, les deux. hein. voilà, il y a un petit delta et qui a une fonction demi-macro qui est pas négligeable, qui permet de faire des petites photos rapprochées assez sympas, qui permet de bien isoler son sujet, donc c'est plutôt pas mal comme focale. Sinon, j'avais bien aimé leur 135 1.8, qui est objectivement qui est pas le meilleur du marché. Hein. Il est un peu moins bon que ce que peut faire proposer Sony ou Nikon, mais il se démarque à un 8. Il propose un piqué très très bon dès la pleine ouverture, et ce qui est un peu ce qu'on lui demande au final. En fait, on s'en moque qu'il soit très bon à f5.6, à 135. De toute façon, le but c'est vraiment d'avoir un truc très très sharp. Donc voilà, vous connaissez mon amour pour les longues focales lumineuses. C'est un peu là où je me situe. Après, surtout qu'il est stabilisé, contrairement Voilà, aux autres ça, aussi. c'est un Faut peu le rappeler, l'atout, c'est que c'est un peu, il se démarque des autres par la stabilisation IS quand même. 135 mm, c'est vrai que si jamais tu as un Et peu c'est la pas main qui négligeable. tremble, ouais, c'est intéressant d'avoir une stabilisation.
Dans cette catégorie d'objectifs, il y a 2 modèles qui ont des ultra grandes ouvertures f1.2, le 85 mm, tu l'as évoqué Louis, il y a aussi un 50 mm f1.2. C'est qui la clientèle, Romuald, de ces optiques ultra lumineuses, un peu exceptionnelles, mais aussi exceptionnelles par leurs tarifs? Le 85 mm, ça a été une clientèle de photographes, de passionnés à la recherche d'une signature. Cette optique-là, on étale 50 photos, on sort tout de suite le 85 mm 1.2. Le frein, ça a été quand même le poids, la taille. Hein. C'est des optiques qui sont encombrantes. Aujourd'hui, il y a peut-être un transfert vers le 135 1.8 qui est plus polyvalent, moins contraignant. Le 51.2, un peu la même chose en étant peut-être un peu plus non, compact à peine en réalité, mais c'est des optiques qui sont déjà de la première génération chez Canon sur le système RF. Donc bon, c'est comme le 28-70 et le 24-105Z, hein. On voit bien qu'on a en face les mêmes photographes qui se posent la question. C'est des optiques waouh. Souvenons-nous, en 87, Canon avait présenté le 50 mm 1 et le 85 1.2 en EF. Oui, c'est ça, c'est des clins d'œil aussi au passé récent de la monture EF, puisqu'il y avait des 50 et 85 mm 1.2. C'est regarder ce qu'on sait faire. Exactement. Et ce n'est que le début. Bon, et si on veut se lancer pour la première fois dans l'acquisition d'une petite focale fixe, un petit 50 mm, combien ça nous coûte chez Canon? Le 50 mm 1.8, 229 €. Il y a un petit 35 aussi macro. Ah, le 35 macro, macro, moi ouais. j'aime beaucoup, qu'on n'a pas trop cité là depuis le début. Beaucoup C'est vraiment excellent. d'optiques ont des capacités macro intéressantes et c'est là où je rejoins Louis sur le 85 qui ouvre à 2. 85 mm, généralement on est à 85 cm de mise au point, ce qui est un peu loin. Le 2 de 85, il est très très utile pour faire des portraits un peu plus serrés. Et attention, on parlait tout à l'heure du 85 f2, donc qui permet de faire des photos de près. Si vous faites des photos dans un milieu humide avec des gouttelettes d'eau, etc., rappelons que les optiques hors sérielles, comme à l'époque de la monture EF, ne sont pas fournies avec les pare-soleil. Donc il faut penser à les acheter à part. À une exception. Le 200-800. Et le 200-800, qui est blanc. Qui est blanc et qui est livré avec le pare-soleil. Ouais. Ok, bon, on termine enfin avec les téléobjectifs et super téléobjectifs pour la photo de sport et la photo animalière. On vous propose d'écouter le témoignage du journaliste Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'images nous faire sa sélection. Avant de partir sur des choix, je pense qu'il faut un petit peu définir la pratique que l'on souhaite faire. Si on est plus bilbo de promenade dans la nature, on y comprend vite qu'un zoom sera plus pratique. Il permet de s'adapter à toutes les situations qu'on rencontre. Qu'un téléobjectif qui, lui, est plutôt l'outil destiné à une situation postée. Déjà, à quelqu'un qui va avoir un sujet en tête, qui va avoir travaillé son sujet, qui va se poser à une certaine distance de son sujet, qui va se mettre en affût, en camouflage, etc. Si on débute, si on a un budget un peu serré ou si on hésite un petit peu, moi je conseillerais le 100-400, le 100-400 f5, 6, 8 qui vaut 700 € à peu près. Il est bien adapté par exemple pour la promenade à la campagne, si on veut repérer des chevreuils, des oiseaux, des animaux comme ça. Si après on va par exemple sur une situation plus bord de mer, où on sait que là on va regarder, ou même en montagne, si on sait qu'on va avoir des oiseaux qui vont être très loin, très petits, ou même des animaux qui sont très loin, là on pourrait peut-être aller sur les deux RF 600 et RF 800 F11. Alors c'est pas les plus lumineux, hein, c'est sûr, mais ils permettent d'aller chercher la longue focale et donc d'avoir une chance d'approcher un petit peu plus facilement les oiseaux. Et puis en plus, ils s'emportent facilement puisqu'ils ne prennent pas de place, hein, c'est tout petit. Après, on peut remplacer le 100-400 si on a un petit peu plus de budget par un 100-500 qui est le même, mais un petit peu plus luxe avec une focale un petit peu plus longue et une ouverture pas forcément plus grande, mais qui est un petit peu meilleure de qualité puisque c'est une série L. Là encore, dans le même esprit que les 600, on peut passer sur le 200-800, qui a un zoom vraiment à tout faire. Il est super polyvalent. Alors évidemment, l'ouverture s'en ressent un peu, mais en AF, c'est pas un problème. Sur les hybrides, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus la limite qu'on avait sur les réflexes. Par contre, il a un inconvénient à mon avis, c'est que la focale minimum étant le 200 mm, il faut mettre dans son sac quand même un 24-105 ou un 70-200 pour pouvoir un petit peu descendre en focale
Ça serait dommage de rater un beau paysage, ça serait dommage de rater un plan qui nécessite une focale un petit peu plus large. Et puis après, évidemment, si là on est nos limites budget, ou si on est amateur confirmé, ou si on est vraiment dans une pratique amateur expert, bah, il y a le 100-300-2.8, donc, hein, qui est l'ancien téléobjectif 300-2.8 qui est maintenant défocalisable, hein, avec décadrable plutôt, dirons-nous, avec la qualité optique d'une série L, la grande ouverture qui permet de travailler dans toutes les conditions lumineuses et la polyvalence du zoom. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on peut partir sur une focale fixe, sur un 400-2.8, qui est la Rolls de la focale animalière, parce qu'on peut y mettre dessus un multiplicateur, un doubleur. Et évidemment, il faut mettre 13 000 € sur la table, mais on repart avec une superbe optique. Il y a beaucoup de choix hein, chez Canon dans cette catégorie d'objectifs, que ce soit au niveau des focales fixes, du 400 ou 1200 mm, et des zooms. C'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver. Pierre-Marie l'explique bien, surtout au niveau des zooms, entre un 100, 500 mm, entre un 200, 800 mm, entre un 70, 200 équipé d'un doubleur. Bon, comment on fait finalement pour choisir, Romuald, dans ces différentes options? Eh ben, on va voir son revendeur préféré qui va vous Qui expliquer va, tout qui va ça. répondre quoi? Alors, il y a plein de choix, mais le 200-800, ça a été un chambardement quand même. Ça a redistribué les cartes, hein. C'est la première fois qu'on a une plage de focale aussi large, hein. On a tous connu les 150-600. La Canon va plus loin jusqu'aux 800 mm, avec une qualité optique qui est surprenante, qui est étonnante. Si on veut quelque chose de plus compact et de plus polyvalent, le 100-500, c'est une évidence. Ça reste un best-seller. Tout secteur confondu, c'est l'une des optiques certainement les mieux vendues, les plus vendues chez Canon. Il y a une raison à ça. Mais maintenant, il y a un 70-200Z qui est compatible avec les multiplicateurs et les doubleurs. Ça revient quand même plus cher, hein, cette config-là, que le 100-500, quoi. Oui, mais on a un 70-200-2.8 C'est vrai. et un 100-400. Oui, parce que quand même, le 100-500, je suis d'accord avec toi, sauf que l'ouverture glissante est vraiment peu lumineuse. Hein. 7,1 en bout de course à En bout de 500. course. D'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus parce que Canon a sorti beaucoup de longues focales et beaucoup de zoom plus que Nikon ou Sony, c'est très bien. Mais effectivement, ils ont fait le choix, même dès le 24-105, de faire des ouvertures glissantes f4 7.1 ou 6.3.9 en nous disant, mais la stabilisation optique et des boîtiers, ça compense. Et en fait, alors, oui, mais non. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de photos 100-500 à fond de zoom, surtout avec les capteurs définis. C'est infâme, c'est couvert de bruit, même en plein éclairage. Et ça, je comprends pas du tout cette logique de me dire, c'est quand même 3100 €, voire un peu plus cher au lancement. À 7.1, vous mettez ça sur un R5 dans un stade, même avec des éclairages hyper intenses, on est à 50 000, 100 000 ISO, c'est pas terrible. Et vous êtes on va à Montier-en-Der, le 200-800 6.3.9, mais à 800 mm pour avoir une photo décente. Et c'est pas possible, c'est des trucs à utiliser sous le soleil du Sahara en pleine journée, parce que c'est pas terrible en fait. Les ouvertures glissantes, ça peut-être ça réduit le poids, ça réduit le prix, mais en fait ça fait pas des bonnes focales. C'est peut-être très bien vendu parce que faute d'alternative, mais les 100-500 qui ferment à 7.1 ou le 200-800 qui ferment à f9, c'est peut-être du jamais vu, ça existe pas à côté, pas tout ça, mais en fait ça en fait pas des bons objectifs pour autant. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ce niveau-là, parce que f9 c'est pas quand même c'est comme là, le 1200 mm, il est à f8, alors il est à 24 000 €, c'est très très hors norme, mais ils en faisaient un à 5-6 avant. Et c'est pas parce que maintenant les capteurs sont mieux. Non, f8, c'est pas terrible en fait, faut le dire. Faut vraiment dire ce qui, surtout avec les boîtiers qui sont de plus en plus définis. Mais en fait, on peut pas nous dire je mets un capteur de 50 ou 45 ou 60 ou demain 100 mégapixels avec un zoom qui a fond de zoom ferme à f8 ou f7, 7.1 ou f9. Quoi qu'il arrive, il y aura du bruit. Je pense, des exigences, parce que ce que tu pointes là, je pense que tu as raison. Nous, quand on va même dans le détail, ou si tu fais des chartes, des mires dans tous les sens, ok, c'est tout à fait vrai. Dans les faits, ça va quand même dépendre des usages. Et après, c'est d'autant plus pertinent, ce que tu disais, Romuald, peut-être de prendre un 70-200 de 8 et d'aller sur les convertisseurs. Là, pour le coup, ça, c'est vraiment chouette, quoi. De jongler avec le convertisseur 1.4 ou même de prendre, moi j'irais, mon coup de cœur sur cette catégorie, c'est vraiment le 70-200 f4 que je trouve être le super compromis, très compact, plutôt léger, avec un convertisseur 1.4, ça fait des longues focales plutôt sympas. Et moi ça je l'aurais mis en duo avec le 14-35 f4 que j'ai cité tout à l'heure côté grand angle, à compléter avec une petite focale fixe si on veut une configuration à peu près cohérente. Voilà.
Mais je te trouve sévère, Louis, pour le coup, avec les. Je comprends ce que tu dis, peut-être, notamment par rapport au 100-500 qui est une série L. Ça, c'est vrai. Le 200-800, bon, je pense que quand même, pour beaucoup d'usages, ça va être intéressant. Des gens qui vont faire du safari ou qui vont dans une réserve animalière, etc. Oui, il faut que les conditions soient bonnes, mais ça permet d'obtenir quelques images. On sait qu'on n'aura pas l'image du siècle qu'on aurait Faut pu juste savoir avoir. d'où on part. C'est une optique qui, par définition, par sa plage focale, comme son ouverture, implique des compromis. C'est pas une optique de tous les jours, c'est sûr. Non, mais sauf ça- qu'il faut aussi des compromis dans son utilisation au quotidien. Donc c'est un amoncellement de compromis qui Ouais, fait ouais, qu'au non, mais final, c'est vrai. quand tu testes ça, quand tu fais des guides d'achat à mon niveau, c'est pas des optiques que tu peux fondamentalement recommander les yeux fermés. Il n'y a pas d'alternative en monture RF plein format, c'est sûr aussi, mais c'est compliqué d'avoir des optiques comme ça. Moi, je trouve ça assez particulier comme positionnement. C'est des optiques sur lesquelles il y a des compromis. Alors, bon, voilà, un 10 1200 mm de 8 à moins de 3000 balles et moins de 500 grammes, on en rêve tous. Non, mais c'est ça. Il faut se rappeler mais- qu'à l'époque, des réflexes ont été vachement limités aussi. Et dès Ouais. qu'on mettait des convertisseurs, etc., on ne pouvait pas aller au-delà de F8. Il n'y avait plus d'AF. Enfin, bon, le tirage arrière, hein, n'oublions Ouais. pas que l'ouverture sur un hybride et sur un réflexe, c'est pas tout à fait la même chose avec la position du capteur. Le 100-400 ouvrait à 5.6 en version EF, 7.1 sur le 100-500, c'est que 2 tiers de diaph. C'est que 2 tiers de diaph. C'est- Et alors, on parle de bague. Enfin, là, on parle de convertisseur tout à l'heure. Là, je reparlerai de la bague EF. Et perso, moi, je recommanderais le 100-400 version 2 EF. Avec la bague, c'est pas si encombrant que ça. C'est très performant, c'est plus lumineux. Et ça, je le recommanderais. Un capteur défini. Ah ouais, pour genre, compenser les 100 yeux mm. fermés sur Ouais. un R5 Mark II, on recadre un peu si on veut vraiment exploiter la quintessence du capteur ou faire de grands tirages. Ces optiques-là, elles ont le mérite d'exister et de créer des envies d'évocation. Aujourd'hui, l'acheteur d'un 200-800 sur un Montier-Ander, ça peut être un gamin qui a envie de faire de la photo animalière et qui se retrouve avec une focale hallucinante montée sur un capteur APS-C. Effectivement, il faut des conditions de lumière, etc. Mais au moins, il ramène des photos. Au moins, il ramène des photos, le gamin. Enfin, il faut que le gamin, il ait quand même 2400 €. Quand même. C'est pas tous les gamins. quand même, c'est vrai. Non, mais On peut prendre l'outil familial. c'est combien un iPhone? 1600 balles maintenant, je crois. Ouais, enfin, si on prend un truc hyper haut de gamme. Non, Les non, trucs qui non, sont non. pas vendus. Hein. Non. Les Pro Max à 1 Non, Tera. non, quoi. 1003. En tout cas, dans cette catégorie de focales, bon, il y a les zooms évidemment, puis il y a le Graal qui est un peu la focale fixe. Alors là, bon, on s'envole littéralement dans les prix si on veut de la longue focale un peu lumineuse. Il y a ces deux alternatives là, le 600 et le 800 mm f11. Ça va te faire hurler, Louis, hein? F11, mon Dieu, comment c'est possible? Mais je me tourne vers toi, Romuald. Est-ce que finalement, pour essayer, s'initier à la très longue focale fixe, c'est des alternatives à envisager ou, bon, non, vaut mieux économiser un peu et soit se payer un très beau zoom, soit économiser beaucoup et se payer une belle focale fixe? Alors, même si on économise et qu'on se fait plaisir à se payer une très belle focale fixe ultra lumineuse, on va parler d'un 402.8 par exemple, il y a quand même le problème du poids et de la taille. Un 600 ou un 800 mm f11, c'est à peine 1 kilo. On l'emmène partout. Et on ramène une image, on ramène quelque chose au lieu de rien. Là encore une fois, on crée l'envie, on crée des vocations. Moi, j'ai vu beaucoup sur Montier-Ander des personnes qui s'étaient jetées sur les 600 mm et 800 mm lorsqu'ils sont sortis et qui sont revenus quelques années plus tard pour basculer sur le 200-800. Parce qu'à un moment, il y a une contrainte de budget. Parce qu'ils n'avaient pas pris de photos parce qu'il faisait trop moche en Montier-Ander avec un 600 F11. Oh, mais qu'il est ravageois! Alors, tu vas pas faire des aurores boréales avec un 600 F11. Ce sont des optiques dures, mais- ce sont des optiques qui demandent de la À lumière. Montier-Ander, un 2.8, ça galère. Alors un F11, on va pas me faire dire que c'est un truc. Ils l'ont pris à Montier-Ander pour voir. Non, Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un diaphragme fixe, fixe. hein. Ouais, mais après, bon, Comme sur les optiques à t'as miroir. pas envie de fermer de toute façon. Hein, C'est bien, ça permet de faire des photos avec le bouchon dessus. Et on conserve la F. Ah. Bon,
moi, juste un aparté, c'est sur les 400 et 600 mm qui sont, bon, f2.8, f4 qui sont très très bons, très très chers. Après, faut pas oublier que ceux-là sont Ouais, des mais ils sont portages. lumineux. C'est des portages de version réflexe. Hein, ça, Canon l'a jamais caché que c'était Mhm. les. Et moi, ce que j'aime bien, c'était la stratégie de Nikon à ce niveau-là. Et avec le que convertisseur. personne n'a copié justement. Et c'est vraiment très très pertinent parce qu'au même prix ou un peu plus cher, d'avoir un téléconvertisseur Intégré. 1.4 intégré, Ah bah oui. ça donne une certaine polyvalence. Alors, ça permet de se démarquer aussi, et pas tout le monde peut le faire, mais je pense que c'est une direction dans laquelle les constructeurs Sony et Canon en tête doivent se diriger parce que je pense que c'est 200, vraiment. 400, TC1, Oui. 4, F4, Voilà. EF. Canon sait faire. Canon sait faire, c'est l'histoire du 200-400. On a tous été surpris, on s'attendait à ce que ça se généralise, mais est-ce que la réponse, c'est pas le 100-300-2.8 ? Ah bah si, ça c'est une optique pour le coup qui n'a pas d'équivalent chez les autres et qui est vraiment formidable. Mais c'est vrai qu'il peut le plus, peut le moins. Et ce fameux 200-400, on sait qu'il existe. D'ailleurs, pareil, on peut mettre une bague et ça va marcher. Donc pourquoi pas. Et il pourrait tout à fait le faire. Après, il est lourd, c'est lourd. hein. Mais un Il est 400, lourd. non, ça, je suis tout à fait d'accord avec Louis là. On cesse nos querelles d'optique trop lumineuse, mais tu as raison. C'est vrai qu'un 402.8 avec convertisseur, ça aurait tellement de sens, quoi. Après, on imagine que tout est dans les tuyaux, que ça peut arriver un jour ou l'autre selon le créneau, le timing décidé par un constructeur. Ils vont pas dire ça, non, personne dira on fera jamais parce que de toute façon, ils sont pas bornés à ce point-là. La baïonnette RF, c'est les 30 prochaines années. On n'est qu'à la 6e. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Concernant la transposition des optiques EF 402.8, 604, version 3 en RF, il y a quand même des petites différences, notamment au niveau de l'alimentation pour la mise au point. Mais c'est un R3 avec une monture EF, il n'atteint pas sa cadence moteur maximum. Eh ben justement, on évoque ces bagues là depuis le début de cette émission, bagues d'adaptation qui permettent de pouvoir monter une optique conçue pour l'univers du réflexe en monture EF sur des hybrides Canon EOS R en monture Canon RF. Canon propose 3 bagues avec différentes options. Donc on a la basique qui coûte aux alentours de 100 €. On en a une un peu plus chère, 2 fois plus chère, qui intègre une bague de commande programmable. Et on en a une troisième encore plus chère qui intègre un tiroir qui permet de venir positionner des filtres. On l'a dit, avec la bague, ça marche. Mais est-ce qu'il y a quand même des compromis à imaginer quand on utilise une optique EF sur un hybride EOS R? Et si oui, de quel ordre? Les limites, ça va être les limites des optiques. Je pense qu'on va atteindre la limite de l'optique avant d'atteindre la limite du système RF. C'est-à-dire qu'en termes de vitesse de mise au point, quand on prend les plus anciennes optiques EF, ça marche, mais on voit bien que le démarrage et l'arrêt des moteurs ne permet pas un usage en vidéo. La double stabilisation, on peut se poser des questions également. Il y a certainement des limites aussi. Mais il y a pas de... globalement, c'est certainement la bague... le système de bague qui est le plus adapté à faire une migration. On n'a pas d'arrière-pensée à se dire mais j'ai un R5 Mark II et je cherche un 100-400 version 2 parce que ça marche très bien. Mon 402.8 version 3, moi j'ai énormément vendu de 402.8 EF en me disant mais de toute façon, si je passe sur un R3, je serai à 25 images secondes au lieu de 30, mais c'est pas grave, quoi. Je vois beaucoup de professionnels au bord des stades qui ont encore beaucoup d'optiques réflexes et des adaptateurs plus que, alors forcément chez Sony évidemment, mais même plus que chez Nikon encore, des gens qui ont beaucoup... Des fois, je connais des professionnels qui ont que des optiques EF avec des bagues sur des R5, sur des R3, sur des R6.2 et compagnie, parce qu'effectivement, c'est très pertinent. De toute façon, ces bagues, elles ont été lancées tout de suite. Les 3 bagues, elles ont été Des lancées fois en kit en avec même les temps. boîtiers, des fois. Exactement, pour inciter, le message était assez clair. Maintenant, on est quoi, 2025 depuis 2018, donc je pense que du chemin a été fait, il y a suffisamment de choix, donc les bagues, c'est bien qu'elles soient là. Quand tu avais des longues focales très chères, que tu avais déjà payé 15 000 € Oui, il y a voilà, 15 ans, là, ça se justifie. Tu es pertinent, tu vas pas la refourguer Exactement. parce que tu veux le modèle avec la bague intégrée en fait. Ouais. Mais comme on l'a déjà dit aussi, mettre une bague, c'est ajouter du poids dans le moment en fonction des optiques. Si on veut rester discret, faire de la street photo, on va peut-être pas utiliser une bague avec un pancake réflexe, quoi. Ça se vend toujours, les bagues. Je posais la question d'ailleurs, la bague avec anneau de commande, finalement, c'est un peu un gimmick, c'est anneau de contrôle, même sur les optiques RF, dans l'expérience que j'ai, c'est pas hyper utilisé. Est-ce que la bague à 200 €, elle est
vraiment vendu ou c'est marginal par rapport à la bague à 100 €? Non, c'est marginal parce que c'est pas que celle à 229 est chère, c'est que celle à 109 est pas assez chère. 100, Pour une 100 fois. non, mais 100 balles, voilà, Ouais, 100 ça- balles, on se pose pas la question, 100 balles, on la prend. Et puis l'anneau, la bague programmable avec anneau de commande, en fonction des optiques, c'est quand même pas hyper accessible, hein. Elle est vraiment collée contre le boîtier et là, on peut rien faire, hein. C'est pas un problème de conception. Il n'y a pas la place pour la mettre ailleurs. On les a oubliés, hein, mais les bagues avec filtre, hein, c'est pas con du tout. Notamment, Benjamin, sur la réutilisation d'un 11-24, hein, ça permet de mettre un complètement. filtre Là, ND. Ah oui, tout à fait. Et puis, il y a une autre bague qu'on oublie, auquel on ne pense pas, c'est celle avec le convertisseur optique intégré 0,71 pour la vidéo. Ok, bon bah écoutez, hein, je pense qu'on a fait un joli tour du sujet, de la question, avec des sélections de produits dans différentes configurations, et on sait à peu près tout sur cette monture Canon RF. Merci Romuald, merci Louis, merci à toi aussi Benjamin évidemment, pour tous vos conseils et toutes vos explications.